Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, même encore de plus en plus nombreux. Nous avons la chance cette année d'avoir un parrain exceptionnel, enfin comme d'habitude, mais là c'est vraiment un parrain exceptionnel parce que c'est un peu l'histoire du cinéma français et international. C'est quelqu'un qui est passionné comme tous les gens qui participaient à ce salon. Donc je vais... Il n'y a pas de raison, moi j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais lui laisser la parole. Donc je laisse la parole à Monsieur Jacob. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ma tâche est doublement agréable, d'abord parce qu'elle est brève, et ensuite parce que je n'aurai pas l'outrecuidance de vous présenter le maire de la ville. Monsieur le maire, à vous. Effectivement, tout le monde est très concis. Donc, ça appelle à la concision également du maire. Donc, merci Gérard, merci Marina, merci Gilles Jacob d'être présent. Alors, c'est bien sûr, je ne suis pas sûr d'oser le dire, mais c'est quand même un monument que nous accueillons comme parrain. C'est un moment exceptionnel et qui colle très bien, bien sûr, au thème. Hein, c'est le 7e salon, c'est le 7e art, mais qui colle également très bien dans l'esprit de Saint-Maur-en-Poche, et j'allais dire de la Griffe Noire, puisque Gilles Jacob représente bien sûr toute cette culture cinématographique qui, au cours du Festival de Cannes, finalement s'est imposée. Mais s'est imposée par son indépendance d'esprit, son indépendance, mon cher Gérard, par rapport aux politiques, en toutes circonstances. Il est pas mal non plus de ce côté-là. Il est pas mal non plus de ce côté-là, Gérard. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est Saint-Maur-en-Poche, c'est d'abord le festival et une grande rencontre de l'ensemble des auteurs avec leur public, avec une librairie formidable qui marque une indépendance et qui marque un esprit particulier. Et donc en accueillant Gilles Jacob, je crois qu'on rend aussi hommage à l'ensemble de ce qui est fait depuis 7 ans. En tout cas, c'est un honneur, un très grand honneur pour nous de vous accueillir. Donc merci beaucoup pour votre présence. Et puis je crois qu'on peut... Voilà. Voilà, effectivement, on va... C'est vrai, quand on dit un monument, ça peut faire parfois... ça peut impressionner, ça peut faire vieux monsieur. Alors Dieu sait que Gilles Jacob est tout sauf un vieux monsieur, qui a l'esprit qui fonctionne, mais en permanence et à 100 à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un immense honneur, mais on va quand même dire que vous avez dirigé quand même pendant 38 ans le Festival de Cannes, qu'aujourd'hui, vous êtes toujours... président d'honneur du festival. C'est Harlan Coben qui arrive. Ah, Harlan Coben, c'est bien aussi, pas de souci. Et président de la Ciné-Fondation, donc les courts-métrages qui viennent du monde entier, il faut le dire. Et que vous êtes le jeune auteur d'un livre magnifique, vraiment, Le Festival n'aura pas lieu, chez Grasset, qui est un roman qui retrace un peu la vie de ce festival dans les années 50-70, qui est un livre extrêmement joli. Alors, on va quand même décrypter le titre, Le Festival n'aura pas lieu, parce que parfois, il n'a pas eu lieu. On se souvient bien sûr de mai 68, mais il y a eu d'autres causes pour lesquelles le festival n'a pas eu lieu. Oui, il y a eu des années où, faute d'argent, en 49 et en 51, le politique n'ayant pas attribué les subventions nécessaires, le directeur de l'époque s'est fâché et a dit puisque c'est ça, nous ne tiendrons pas la manifestation. Puis il y a eu d'autres occasions. Par exemple, en 1939, où il m'a semblé qu'un événement international était intervenu, qui est fait que le paquebot amenant les stars de Hollywood a fait demi-tour au milieu de l'Atlantique pour repartir. Et donc, à ce moment-là, un nommé Hitler est intervenu. Alors, vous êtes arrivé à faire du festival, évidemment, un événement... au-delà du mondial, l'événement cinématographique de l'année. Est-ce que c'était facile de faire venir des stars internationales et notamment américaines au festival? Mais à l'époque où j'évoque le livre, de 1952 à 1972, c'était l'âge d'or d'Hollywood. Et à ce moment-là, ce qu'on ne sait pas, c'est que les stars étaient des employés sous contrat. Et que ça pouvait être Ava Gardner, Grace Kelly, qui sont les héroïnes du livre, entre autres. Et Ava Gardner, vous avez une certaine tendresse pour elle. Hein? Énorme tendresse, mais comme tout le monde, je pense. Eh bien, si elles refusaient un film, on les punissait, d'une part en arrêtant de les payer, deuxièmement en les punissant pendant 6 mois de travail, pas de travail. Donc c'est impensable aujourd'hui, évidemment, puisque les stars ont pris le pouvoir, et maintenant ce sont celles qui décident si un film se fera ou pas. Mais là, on parle de centaines de millions de dollars, alors qu'à l'époque, ça restait tout à fait à dimension, peut-être pas humaine, mais économique.
On peut signaler que ce monsieur a changé, parce qu'il faut expliquer, il est devenu patron du Festival de Cannes, mais le grand changement, parce que tout est venu de là, c'est-à-dire que c'est un peu comme les libraires. Avant, on attendait les gens, c'est-à-dire qu'on se disait, on est tellement brillants, tellement merveilleux, ils ont de la chance de nous avoir, donc on va venir. Et ce monsieur, en fait, il a été cherché, il a été piqué un peu partout, il leur a dit, venez, vous êtes... Et il a amené en France quelque chose qu'il y a très peu ailleurs, c'est-à-dire... l'international, le monde. Il a été chercher pas forcément des gens connus, il a fait la mixité entre les deux. Et je voudrais vous nous racontiez si ça a été difficile de faire venir les gens comme ça, comme vous dites, hors contrat. C'est-à-dire que vous alliez pas chercher des gens qui forcément ne seraient pas venus chez vous. C'est des films comme ceux de Vajda, par exemple. Oui, c'est-à-dire que la moitié de notre travail consistait évidemment à visionner les films, mais l'autre moitié, soit à convaincre des gens de nous les donner, soit à refuser des films qu'on voulait nous imposer. Et ce travail-là, qui est un travail diplomatique, de persuasion, parce qu'il s'agit de rester en bon terme avec l'auteur pour des films futurs, prend beaucoup de temps. Et en effet, il y a des gens qui ne sont jamais venus. D'ailleurs, Ava Gardner n'est venue qu'une fois pour un film qui s'appelait Les Chevaliers de la Table Ronde, donc qui n'était pas non plus, c'était un film à costume. Et donc, c'est vous dire que déjà à l'époque, il fallait que le studio donne le feu vert. Et c'est vrai que c'est coûteux, il y a les transports, il y a les hôtels, il y a toute la suite. Et donc, s'ils n'ont rien à faire, ils hésitent à venir. Alors, on leur invente des tâches comme jury, comme hommage, comme rétrospective, comme voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle actrice, n'importe qui rêve de monter les marches. Et l'homme qui a dirigé ce festival pendant 38 ans, qui a fait ce cinéma, n'a jamais monté les marches. Non, c'est pas à nous à monter les marches. Nous ne sommes pas des vedettes, nous sommes des organisateurs. Est-ce que mon ami ici monte les marches, à part celle-là? Non. Oui, non mais et avec difficulté. C'est très bien, mais c'est pas tout à fait les marches du festival. C'est très très bien. Pour moi, j'ai mis 7 ans avant les marches, marcher. j'ai mis 7 ans avant les monter. Je préfère celles-là, elles sont moins hautes. Ah, mais ça, c'est capital, je crois. Vous avez toujours accueilli les gens, mais vous ne les avez jamais montés. Voilà, non, nous on monte par l'entrée de service. C'est bien, c'est mieux. Non, mais je trouve que c'est très révélateur de la mentalité. C'est-à-dire que nous, on est rien, quoi. Je veux dire, ceux qui ont le talent, c'est les écrivains, c'est les cinéastes, et nous, on est des metteurs en scène quelque part. Donc, on n'a pas de génie pour ça. Donc, c'est pas mal metteur en scène. Hein. Oui, alors, oui. Ah si, quand même, si vous êtes, parce que de par la composition du jury, de par la composition des choix, vous êtes le metteur en scène de les choix, ce festival. Le jury, les programmes. Oui, parce que choisir Vajda à l'époque, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Choisir Vajda à l'époque a été un moment exceptionnel. Oui, donc vous n'êtes pas qu'un, enfin, vous êtes vraiment vous avez été le metteur en scène de ce festival, et Vajda a été un coup d'éclat quand même. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu défendre les metteurs en scène quand ils étaient en danger dans leur pays. Danger politique, danger économique, quand ils étaient sous censure. Alors ça a été la guerre froide, le rideau de fer, ça a été l'Iran, ça a été la Chine, ça a été des pays où les gens étaient en danger. Et là, on s'est toujours battu. Et Vajda, ça a été une chose énorme. J'ai fait venir les bobines dans des cassettes où il y avait marqué « J'irai cracher sur vos tombes au lieu de l'homme de marbre ». Donc c'était presque un roman policier rocambolesque d'arriver à avoir les films interdits. On cadenassait la cabine de projection pour pas qu'on vienne intervenir et empêcher la projection. Ça, c'est des souvenirs énormes. Alors, quand on lit votre livre, on sent une mélancolie, une nostalgie qui s'installe. Est-ce que c'est votre mélancolie à vous, ou est-ce que c'est aussi une mélancolie d'un certain cinéma, de certaines stars, de certaines actrices, effectivement, quand on cite Ava Gardner, toutes ces femmes-là, est-ce qu'il y a la nostalgie de ça aussi? Oui, même principalement, parce que j'ai essayé de montrer qu'est-ce qu'a été l'âge d'or d'Hollywood. L'âge d'or d'Hollywood, c'était ce qu'on racontait tout à l'heure, les studios, mais c'était aussi évidemment les films, les grands artistes, par exemple John Ford, qui est dans le livre, puisque en fait, un tiers du livre se passe à Nairobi sur le tournage de Mogambo. Mogambo, qui est un film mythique avec Grace Kelly, Ava Gardner, Clark Gable, et dirigé par John Ford, en 1952. Film mythique, acteur mythique. Donc ça me permettait d'entrer dans cette période et d'avancer, parce que c'est un livre d'amour et d'aventure amoureuse, puisque le héros, qui est à la fois journaliste et futur directeur du Festival de Cannes, suivez mon regard, tombe amoureux. Est-ce qu'il tombe amoureux d'Ava Gardner, de Clark Gable? Ou de la sœur d'Ava Gardner? Eh bien non, il tombe amoureux de la sœur d'Ava Gardner, qui est Ava Gardner
en un peu plus âgée et un tout petit peu moins belle. Et vous, Mais elle a existé vraiment. Peut-être plus humaine. Ouais, vous avez eu probablement. dans votre vie, là, vous êtes plus directeur, enfin, vous êtes plus responsable du salon de Cannes, mais est-ce que vous avez un regret, je sais pas, l'acteur, le metteur en scène, le film que vous n'avez jamais pu avoir et que... C'est Stanley Kubrick que j'ai jamais pu avoir parce qu'en réalité, il a pris un jour l'avion de Hollywood à Londres et il a dit je ne prendrai jamais plus l'avion. Donc il a construit un château là, il a habité là toute sa vie, il a tourné ces films-là. Et quand je l'ai invité à Cannes, il a dit non, je ne prends pas l'avion et ça n'existait pas encore. Non, le tunnel. Ouais. Le tunnel, je ne sais pas s'il l'aurait pris d'ailleurs. Mais je voulais dire au niveau des livres, alors vous écrivez sur le cinéma, mais moi je me souviens d'un livre très très beau où vous parliez de votre jeunesse, de votre enfance et particulièrement de l'épisode qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Juifs sont pourchassés par les nazis et par les Allemands et par la milice. Et vous avez des très très beaux passages, enfin vous pouvez nous raconter, parce que ça a une importance dans votre vie après. Énorme. Voilà, Non. je En voulais réalité, savoir. ce que je vais vous raconter là, c'est l'histoire du film de Louis Malle, puisqu'il a repris cette histoire dans Au revoir, les enfants. Ouais. Et en fait, j'étais réfugié dans un séminaire de l'Isère, à Miribel-les-Échelles, à côté de Voiron, avec mon frère. On avait 10 ans. Hein. Et un beau jour, les Allemands sont arrivés, ont investi le village, le séminaire, automitrailleuses, fusils mitrailleurs, et ils cherchaient à la fois des Juifs et des résistants. Et donc on s'est caché derrière l'harmonium et je vois encore évidemment les bottes de l'officier allemand entrant dans la pièce, le père supérieur faisant tout pour le faire partir et l'autre hésitait, nous on était là recroquevillés et c'est sûr qu'on est marqué à vie par des scènes comme ça. D'abord on a eu beaucoup de chance parce que contrairement au héros du film de Louis Malle, on n'a pas été emmené alors que lui ici. Et donc c'est vrai que quand on évoque ça, je suis ému. Et par rapport au cinéma, par rapport, ça a une influence, par Alors, exemple, d'aller voir ailleurs ou par rapport au rapport avec les acteurs, par rapport... Non, un besoin de films drôles et d'autodérision. Woody Allen, le maître, c'est Woody Allen. C'est-à-dire l'humour juif new-yorkais où on passe son temps à se moquer de soi-même. J'essaye d'imiter Woody Allen. Ah, c'est pas mal. Mais vous... je veux dire... vous êtes fait il y a très peu de temps que vous avez parlé de cet épisode. Vous l'avez gardé longtemps. Enfin, peu de personnes ne savaient ça. Pourquoi vous avez gardé ça? Il fallait qu'un jour je le raconte d'une manière littéraire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans La vie passera comme un rêve, qui elle est un récit autobiographique, alors que ce livre-là, qui est le deuxième volet, est romancé. Mais romancé à partir de personnages vrais, des stars, des metteurs en scène, des directeurs de festivals, qui ont tous existé, sauf le héros qui est un composite de tous les directeurs successifs avant moi et éventuellement moi. Oui, moi je voulais dire, si Monsieur Jacob a signé ses livres, La vie passera comme un rêve, c'est un des beaux livres qui soit paru dans ces décennies passées, parce que c'est un peu l'histoire de la France, c'est l'histoire... très plein d'humanité, il y a plein de choses dedans. Allez-y, parce que on parle beaucoup il y en a plus célèbres que celui-là, mais celui-là pour moi c'est le plus touchant. Et si on veut vous connaître, je crois que c'est celui qu'il faut lire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça vous laisse sans voix. Et Que il faut j'ai lire raison. vraiment le dernier parce que ça fait rêver. On peut lire le dernier quand même. Voilà, absolument Oui, le dernier non, parce oui. qu'il fait rêver. On va passer à la cérémonie des empreintes puisque les empreintes sont là. Merci infiniment Merci et merci beaucoup. de l'honneur que vous nous Merci faites. beaucoup. Merci beaucoup.